Donc on va discuter des deux derniers ouvrages de François Dubay, qui sont tout récemment un livre paru au Seuil, qui est un peu en pleine actualité, d'autant qu'il nous en parlera certainement, mais avec le confinement, enfin, ont pu atteindre une forme de paroxysme. Donc, écrit avec sa collègue Marie Duru-Bellard, L'école peut-elle sauver la démocratie, au Seuil, et puis qui vient de sortir, là, il est sorti fin août, je crois, le livre, et puis un autre ouvrage qui est sorti l'année dernière, toujours au Seuil, dans la collection la République des idées, qui est Le temps des passions tristes, inégalité et populisme, qui va nous occuper ce soir. Alors, pour lancer la conversation et l'échange, François Dubay, vous expliquez dans Le temps des passions tristes combien aujourd'hui les colères, les indignations s'expriment à tout va, circulent, alors accélérées, favorisées, démultipliées en particulier par les réseaux sociaux et l'Internet. Et une des explications que vous livrez à ces colères qui, pour unique débouché, trouveraient le populisme, c'est que la question sociale et les classes sociales qui organisaient en quelque sorte notre vie et qui organisaient aussi les inégalités, se sont délitées, se sont diluées. Et qu'aujourd'hui, on s'adonne à des passions un peu tristes, qui sont les peurs, le nationalisme, et puis tout ce qui tourne autour de l'identité. À vous la parole, et racontez-nous comment, un peu, pour le sociologue, on a cheminé vers cette... Les inégalités ont explosé. Alors, notamment en France. Bon, je sais, quand on dit ça, on a l'air d'être ultra-libéral, mais c'est la cruauté des chiffres. Vous dites même que certaines ont reculé. Beaucoup ont reculé. Par exemple, là, vraiment, je me fais engueuler, on va faire ça d'emblée. Les inégalités hommes-femmes ont reculé. Beaucoup. Et ça n'empêche pas que la colère des femmes est encore plus grande que les inégalités étaient plus fortes. Donc, pour un sociologue, si vous voulez, la mesure des inégalités et l'expérience des inégalités, ça colle pas. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a des inégalités n'est pas le reflet des inégalités telles qu'on les mesure, etc. On pourrait multiplier tout un tas de paradoxes là-dessus, et notamment en France, où on a eu de très longues périodes de réduction des inégalités, très très fortes, entre 1945 et... Les 30 glorieux. Oui, 1990, les inégalités sont considérablement réduites, et le sentiment que les inégalités explosaient a toujours été présent. Bon. Alors moi, j'ai choisi de changer le raisonnement en disant peut-être qu'au lieu de raisonner sans cesse sur les inégalités, ont-elles grandi, ont-elles rétréci, celles qui ont grandi, on le sait avec les Piketty, c'est les 1 pour 1000. Mais les 1 pour 1000, je ne les croise pas tous les matins dans la rue. À Bordeaux, il y en a avoir quelques-uns peut-être. Oui, enfin, je les fréquente peu, et en plus, c'est les 1 pour 10 000 en réalité. Voilà. Donc, j'ai voulu changer la manière de poser la question en disant peut-être que les inégalités, en fait, ont changé de nature, et qu'il faut raisonner sur la nature même des inégalités et donc sur l'expérience qu'elles engendrent. Alors bon, je vais faire, pardonnez-moi, le prof de sociologie pendant 30 secondes. Au fond, il y a eu plusieurs régimes d'inégalités. Il y a eu les inégalités d'anciens régimes. C'est-à-dire des inégalités sociales fortes, mais entre des groupes considérés comme naturellement inégaux. L'inégalité du noble et du serf, c'est pas simplement une inégalité sociale, c'est que le noble et le serf sont inégaux. Et ces inégalités-là, elles subsistent d'une certaine manière. Les inégalités hommes-femmes, ça a longtemps été des inégalités de ce type. Voilà. Bon. Donc, ce régime, grosso modo, à partir du XIXe siècle, il décline et il est remplacé par un régime d'inégalité qui a eu à Nantes, à Saint-Nazaire, une importance considérable. C'est les inégalités de classe.
C'est-à-dire, nous les ouvriers, eux les patrons, nous les paysans, eux les propriétaires. C'est-à-dire des inégalités qui sont des blocs d'inégalités où on est égaux en droit, ce qui n'est pas rien quand même, on est égaux en droit, mais on n'est pas égaux en fait. Bon. Et donc, l'expérience des inégalités va structurer la vie sociale. Les inégalités de classe ont structuré la vie sociale. Petit à petit, l'opposition des républicains et des monarchistes a été remplacée par l'opposition de la droite et de la gauche, c'est-à-dire, grosso modo, la classe ouvrière plus ses instituteurs, simplement, et de l'autre, la bourgeoisie plus les paysans plus les rentiers. Voilà, à peu près. Voilà. Donc, on pouvait dire, jusque dans les années 70, la vie politique représente, avec tout un tas de distorsions évidemment, mais représente des classes sociales. Et les acteurs vivent les inégalités comme étant des inégalités sociales, collectives, mais pas comme des inégalités qui les mettent en cause eux. Je veux dire que moi, j'avais fait une enquête il y a très longtemps sur les ouvriers de la sidérurgie lorraine. Ils disaient, nous, on est inégaux en tant qu'ouvriers, mais on n'est pas plus bêtes que les autres. Voilà, c'est une inégalité collective, voilà, et qui a une expression politique. Jusqu'en 1980, d'ailleurs, si vous prenez le vote de gauche, ça reste les ouvriers qui n'ont pas fait d'études, plus les instituteurs, plus quelques intellos, votent à gauche, et les autres votent à droite. C'est à peu près clair. Voilà. Et évidemment, ces inégalités-là, elles se jouent aussi dans une société que l'on perçoit. Alors ça, il n'y a que des gens aussi vieux que moi qui s'en souviennent, mais on vit dans une société industrielle nationale, pour dire les choses. C'est-à-dire, l'économie est nationale, on a le choix d'acheter ou une Peugeot, ou une Renault, ou une Citroën. Le SICA, et encore, ça n'a pas duré longtemps, avec une monnaie nationale et un imaginaire national. On parle des immigrés, pas des minorités, parce qu'un immigré, c'est quelqu'un qui s'appelle Gomez et qui deviendra français au bout de... qui subira le racisme ou je ne sais quoi, mais qui deviendra français, qui d'ailleurs aujourd'hui, les enfants de Gomez de la région PACA, ils votent plutôt Front National, tellement qu'ils sont devenus français. Voilà. Donc on est dans ce système. Mon hypothèse, évidemment, qui n'est pas d'une originalité bouleversante, c'est que ce que nous vivons, c'est pas seulement que les inégalités grandissent ou rétrécissent, c'est qu'elles changent de nature. C'est-à-dire que les inégalités aujourd'hui sont ce que j'appelle des inégalités multiples. Quand on interroge les gens, ils disent « je suis inégal en tant que ». En tant que je n'ai pas de diplôme, en tant que je vis à tel endroit, en tant que je suis une femme, en tant que j'ai un boulot stable ou pas. C'est une somme d'inégalités. Voilà, chacun, si vous voulez, dans les inégalités de classe, on est dans le monde pour les sociologues de Bourdieu. Ouais, vous êtes un prolo, vous aimez le foot, le vélo et l'accordéon. Aujourd'hui, quand vous prenez ça, c'est ça totalement explosé. C'est le bordel. D'ailleurs, le clivage consommation culturelle le plus pertinent, c'est l'âge. C'est plus tellement l'origine sociale, etc. Bien, donc, on est dans un système où chacun va être défini, non pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité, je veux bien tout à l'heure, mais c'est moins des inégalités de classe que des inégalités qui se cristallisent dans chaque individu. Alors, en tant que vivant à la campagne, et vous prenez les gilets jaunes, c'était, on vit en dehors de la vie, donc on vient casser Nantes tous les samedis, parce que on vit à 30 km de Nantes, enfin... parce qu'on est jeune, parce qu'on est vieux, parce qu'on est d'origine, parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme, parce qu'on est une minorité. Donc, vous êtes dans des inégalités qui ont explosé plus qu'elles ont grandi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça, c'est le premier changement qui est très, très important. Et j'ai été très frappé, parce que j'ai écrit ce livre avant les Gilets jaunes, de voir que les Gilets jaunes avaient tous lu mon livre, en fait, avant qu'ils sortent, parce que quand on les interviewait, ils parlaient d'eux, moi avec mes deux gosses et mon diesel, moi qui vis à tel endroit, etc. Ce que je dis ça sans ironie, sans mépris. C'était pas nous les ouvriers, nous les petits des chantiers navals, c'était moi, chaque fois. Ça, c'est une première chose qui a complètement changé. Donc,
les inégalités, pour parler langue des sociologues, se cristallisaient autour d'une position centrale, et aujourd'hui, elles sont dans une sorte d'incongruence. J'ai des diplômes, mais pas de boulot. J'ai un tel niveau culturel, mais je vis dans un territoire comme ci, etc., etc., etc. Bien. Il y a aussi les inégalités de parcours. Par exemple, si vous prenez les inégalités hommes-femmes, les inégalités de parcours sont décisives. Il y a 50 ans, les pauvres, c'était les vieux. Aujourd'hui, c'est les femmes seules avec des enfants. Parce qu'elles ont divorcé. Voilà. C'est le parcours qui va définir l'égalité. Ça, c'est le premier constat qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité, qui ne veut même pas dire qu'il n'y a pas de classe sociale, mais il y a plus ces armées symboliquement constituées des classes sociales. Deuxième chose qui a changé, et ça on le voit bien sur le cas de l'école, c'est que les grandes inégalités sont le produit de petites inégalités. Alors ça, j'anticipe sur l'autre bouquin, mais c'est à mes yeux très important. Si je prends la France que j'ai connue quand je passais le bac, au siècle dernier, dans les années 60. Bon. Quand vous étiez jeune, il y avait grosso modo deux jeunesses. La jeunesse qui allait au lycée et qui passait le bac, les gosses de bourgeois plus quelques boursiers, c'est-à-dire gosses de prolos assez bons élèves qui passaient le bac, et puis les autres qui étaient à 16 ans au boulot. Et de fond, les inégalités scolaires, c'était des inégalités de classe à l'école, avec des exceptions. Par exemple, il y a une enquête formidable, un type qui s'appelait Alain Girard, le démographe, qui montre qu'en 1955, un enfant de cadre médiocre a 75% de chances d'aller au lycée, un enfant d'ouvrier jugé excellent a 20% de chances d'aller au lycée. Donc il vaut mieux être un enfant de cadre nul qu'un enfant d'ouvrier intelligent pour aller au lycée. Si vous prenez évidemment aujourd'hui les inégalités scolaires, c'est plus du tout comme ça qu'elles se produisent. L'égalité d'accès a été faite. Tout le monde accède au collège, tout le monde accède au lycée. Mais vous allez avoir des petites inégalités qui vont s'agréger. C'est-à-dire que tu as fait du latin, tu n'as pas fait de latin, tu étais dans le bon collège, pas dans le bon collège. Tous les parents ici le savent. Il faut choisir la bonne langue vivante, le bon collège, le bon machin, les bons loisirs, les bons copains. Et toutes ces petites inégalités, à la fin, vont faire de très grandes inégalités, mais c'est plus la projection directe des classes sociales sur l'école, c'est une somme de petites inégalités qui sont vécues évidemment par les individus comme leur responsabilité. J'aurais pu réussir. Vous parlez des vaincus. Des vaincus, j'aurais pu réussir et j'ai échoué. Et d'ailleurs, dans les collèges populaires, vous le savez, on n'aime pas tellement les bons élèves. Quand on est des gamins, je veux dire, les profs aiment bien les bons élèves, mais les gamins n'aiment pas tellement les bons élèves parce que les bons élèves montrent que si on avait voulu, on aurait pu. Ou que si on avait pu, on aurait voulu. Enfin, on pourrait tourner tout le truc. Donc, là aussi, vous avez des grandes inégalités finales, je ne sais pas si je me fais comprendre, qui sont le produit de petites inégalités qui s'agrègent, et donc qui sont vécues comme une épreuve personnelle. Et on a changé de registre de justice sociale, c'est le dernier point qui me frappe énormément, me frappe considérablement, c'est que jusqu'aux années 80, quand vous dites justice sociale, tout le monde pense que la justice sociale, c'est la réduction des inégalités entre les positions sociales. La justice sociale, c'est de faire que les travailleurs étant exploités par les bourgeois payent, redistribuent de la richesse pour que l'inégalité de position entre les riches et les pauvres se réduise. L'État-providence, les services publics, etc., l'impôt progressif, etc., etc. Donc on raisonne en disant qu'on va réduire les inégalités entre les positions sociales. Aujourd'hui, si vous posez à n'importe qui la question « qu'est-ce que la justice sociale ?», tout le monde vous répond « l'égalité des chances ». C'est-à-dire l'égalité des chances des individus d'accéder à des positions inégales au terme d'une compétition équitable. Mais on ne conteste plus les inégalités finales. On va dire, il n'y a pas assez de femmes au CAC 40. On pourrait dire, je n'ai rien à foutre du CAC 40. On pourrait dire, il n'y a pas assez d'immigrés à l'ENA. On pourrait dire, la grande injustice, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants d'immigrés à l'ENA. La grande injustice, c'est l'ENA. C'est la position de l'ENA par rapport au collège au lycée professionnel. Je ne sais pas si je suis clair. On a changé de registre.
Et au fond, là où on parlait d'exploitation, on parle plus que de discrimination. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous écoutez France Inter comme moi, ou France Culture, quand France Inter vous agace trop, on ne parle que de discrimination. Ce matin encore, c'était que des discriminations. Inégalité, ce qui est vrai. Mais on a changé de registre d'inégalité. Et la discrimination, c'est une expérience individuelle. C'est pas l'exploitation d'un groupe. C'est individuel. Bon. Donc, tout ça, ça fait que la nature des inégalités a changé et l'expérience des inégalités, évidemment, a changé. Alors, ça se manifeste comment? Il y a un thème qui est complètement dominant, c'est le thème du mépris. Je suis méprisé. Je suis méprisé par ceux d'en haut. Je suis méprisé par les élites, les intellos, les gens méprisent le professeur Raoult, qui méprise, je sais pas qui, le président nous méprise, les journalistes nous méprisent, les intellos nous méprisent, les profs nous méprisent, etc. Mais l'économie du mépris est une économie à deux faces. C'est-à-dire que, un, je suis méprisé par ceux du dessus, et deux, je méprise, pour reconstruire ma dignité, je méprise ceux du dessous. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous faisiez une enquête il y a 30 ans sur quelles sont les causes du chômage, les gens vous disaient le système économique, en majorité. Aujourd'hui, vous demandez aux gens quelle est la cause du chômage, en majorité, les gens vous disent les chômeurs. La cause du chômage, c'est les chômeurs. Ils sont des feignants. Comment? On a toujours entendu ça. Oui, moi j'ai entendu une réponse. Mais je veux dire, on a des enquêtes qui posent la même question dans le cycle, et cette question-là, on peut tout prôner l'électorat de Trump, c'est des gens pauvres qui haïssent les gens plus pauvres qu'eux. Surtout s'ils n'ont pas la même couleur. Voilà. Donc, vous êtes dans là où il y avait le sentiment d'un conflit social, je ne sais pas si je me fais comprendre, vous avez ce sentiment de mépris et d'hostilité, ce que j'appelle les passions communistes, d'hostilité à l'égard de ceux qui sont en-dessus, de ceux qui sont en dessous. J'ajoute, pour terminer, que quand vous étiez dans un régime de classe, vous aviez le sentiment que les conflits de classe avaient une expression politique. Vous avez aujourd'hui le sentiment que les conflits que vous vivez n'ont plus d'expression politique. C'est ça, c'est-à-dire que les organisations qui encadraient les colères ou les luttes de classe se sont effacées également. Mais, si vous voulez, de mon point de vue un peu cynique, pour vous dire, je ne sais pas colère, qu'est-ce que c'était qu'un syndicat et un parti politique? C'était des machines à refroidir les colères et à les transformer en revendications et en programmes politiques. Quand vous n'avez plus de machines à refroidir les colères et à les transformer en revendications et programmes politiques, bien les colères, les indignations courent toujours. Et vous avez sans doute remarqué, ça ne vous concerne pas, mais ça concerne tous vos amis, qu'en général, on peut vivre dans une juxtaposition assez paisible entre des indignations générales et des pratiques qui n'ont rien à voir avec vos indignations. Moi qui m'intéresse à l'école, je suis frappé de voir que l'on condamne vigoureusement les inégalités scolaires, et qu'en ce qui concerne ces gosses, il n'y a plus l'ombre d'une poésie pour développer les inégalités scolaires qui vous sont favorables. Moi, à Bordeaux, les étudiants de Sciences Po viennent manifester dans ma fac contre la sélection. Et d'ailleurs, ils ont raison, parce que la sélection qu'ils subissent est d'autant plus efficace que les étudiants ne sont pas sélectionnés. Donc, tout ça a l'air irrationnel. En fait, ça n'est peut-être pas tant que ça. Donc, vous avez cette espèce de fait que les injustices subies, vous voulez, n'ont plus véritablement d'expression politique, ce qui est l'enjeu politique majeur. Aujourd'hui, j'ajoute que si vous prenez évidemment l'évolution des électorats, c'est extrêmement spectaculaire. 1980, je le disais, le travailleur, l'employé mal payé, peu qualifié, etc., vote à gauche, voilà. Aujourd'hui, tous ces gens-là, soit ne votent plus, soit votent très peu à gauche, et l'électorat de gauche, l'électorat vert, est devenu un électorat surdiplômé, de centre-ville. J'en fais partie, je ne le cache pas.
Et donc les autres nous haïssent légitimement, parce que quand même on est l'ennemi de classe, d'une certaine façon, avec une rhétorique, etc. Le sentiment que nous on a du mérite, qu'ils n'en ont pas, ou eux en tout cas ont le sentiment de ne pas en avoir, etc., etc. Donc on est dans une situation, je pourrais reprendre la sociologie du vote 2017 pour mettre un peu les pieds dans le plat. Le vote Macron, c'est des gens qui ont des diplômes du supérieur, massivement, et qui ont trouvé les jobs qui correspondent. Ils sont contents. Ils sont sympathiques. Ils payent leurs impôts. Les enquêtes qu'on a sur les impôts sont très intéressantes. Les gens qui payent beaucoup d'impôts sont pour. Les gens qui sont les plus hostiles aux impôts sont ceux qui n'en paient pas. C'est quand même chose assez troublante dans les enquêtes. Ils sont pas racistes, ils sont... Voilà. Le monde leur va bien. L'électorat Mélenchon, je vais ici, c'est des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas trouvé les jobs qui correspondent. Donc eux, ils adhèrent aux valeurs libérales et démocratiques comme les autres, mais ils détestent le capitalisme qui ne les a pas récompensés, alors qu'il a récompensé l'électeur Macron. L'électorat Fillon, c'est Balzac. C'est la rampe, plus les bus, ça va pas bouger, ça va. Et des costumes. Le problème, le vrai problème, c'est que l'électorat populaire, des non-diplômés, des mal payés, des précaires, lui, où il vote pas, où il vote FR, Rassemblement National. C'est quand même sidérant. Et ça, on ne l'explique pas par une croissance des inégalités, mais on l'explique par une transformation de l'expérience des inégalités, ce qui fait que l'enjeu principal, mais je n'ai pas de réponse évidemment, c'est de dire comment peut-on trouver une expression politique à cette forme d'inégalité qui ne soit pas le... Alors, le populisme, c'est compliqué parce qu'il y a toute une histoire du populisme russe et latino-américain qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle populisme chez nous, etc. Populisme, se disant Trump aux États-Unis, le Brexit en Grande-Bretagne, ça s'appelle de plusieurs manières. Mais c'est au fond l'idée que c'est le peuple uni contre les élites, sauf que le peuple, il n'est pas uni du tout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant avec les Gilets jaunes. Vous avez vu ce pauvre Bigard qui a dit « je ne veux pas dans votre nom », paf, première manif, il casse la gueule. Parce que personne ne peut parler pour moi. Donc vous avez ça, et il n'y a pas de programme politique. Vous avez des populistes ultralibéraux, des populistes quasiment soviétiques, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme politique parce que le peuple, c'est une catégorie symbolique, c'est pas une catégorie sociale, c'est pas une catégorie ni politique, ni culturelle, etc. C'est un truc qui s'imagine être le peuple. Donc, on est dans une situation aujourd'hui qui est très très compliquée, mais qui n'est pas que française, de mon point de vue, qui est que toute notre vie politique, syndicale, les mouvements d'éducation populaire, ont été fabriqués entre 1890 et 1980 autour des classes sociales, du socialisme, de la social-démocratie, du communisme, des cathos de gauche, enfin, dans un monde lisible. Et que ce monde a disparu, mais au fond, le monde d'Ancien Régime avait mis aussi beaucoup de temps à disparaître et à trouver des catégories politiques qui correspondent au nouveau monde. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais là, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans cette situation, d'où cette espèce quelquefois, alors c'est les passions tristes, c'est-à-dire le ressentiment, la haine, etc. Et comme en plus, vous n'avez pas... il y a une forme de rationalité dans les classes sociales, c'est que je sais où est mon ennemi. Je sais que si le patron est riche, c'est parce qu'il m'exploite, d'une certaine façon, même si c'est pas exactement comme ça que ça se passe, comme ça. Là, vous n'avez plus d'ennemis. Quand vous n'avez plus d'ennemis, vous avez des complots. Si la cause de mon malheur n'a pas d'existence sociale, il faut qu'il y ait une intention nuisible cachée derrière. Donc, alors regardez BFM TV, je veux dire, pire, mais je crois l'autre c'est News. C'est News, qui est complètement dingue. Un type s'appelle, journaliste qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, Pro, c'est ahurissant. Voilà. C'est-à-dire, il y a un complot.
il y a un virus, il y a un complot derrière le virus, il y a une tempête, il y a un complot derrière la tempête, les gamins de classe populaire échouent à l'école, c'est bien fait exprès, parce que vous n'êtes plus dans l'explication du monde, vous n'êtes que dans des complots. Alors, je souhaite personnellement que ce moment s'arrête un peu, parce que ça devient un peu pénible, tant que tout le monde devient fou. Je veux dire, vous avez sans doute remarqué que dans les mois qui viennent de passer, tous vos amis sont épidémiologistes. Brutalement, tout le monde a des idées. Il y a même le prix Nobel d'économie qui vient de faire un article tout à fait étrange, disant pour ouvrir les magasins Noël, on n'a qu'à se confiner pendant 3 semaines. Les épidémiologistes, c'est un peu étonnant, quoi. Bon. Donc, on est dans ce moment un peu flippant, si je peux me permettre. Non pas parce qu'il y a des intentions malveillantes, mais parce que les catégories dans lesquelles on vivait nos expériences sociales ont explosé et chacun est ramené à ses propres angoisses. Est-ce qu'il y aura, est-ce que on approche d'une élection présidentielle, on est à 1 an et demi, une grosse année et demie d'une élection présidentielle. Est-ce que ces colères individualisées, individuelles, elles vont quand même trouver un débouché quelque part, ou bien c'est une sécession par rapport au bulletin de vote? Est-ce que, alors il y a un philosophe entre guillemets qui est Michel Onfray, qui essaie de fédérer des choses. Qui est très intéressant, il a viré à l'extrême droite. Voilà, je veux dire, non, mais c'est très très intéressant. Je ne veux pas, c'est pas une stabilité à Michel Onfray, mais je veux dire, l'affolement est tel qu'un type qui a incarné une forme de gauchisme un peu classique, etc., est en train de virer à l'extrême droite, ultranationaliste, anti-européen viscéral. L'avenir, c'est de retrouver la France d'autrefois. Enfin bon, il y a une sorte, plein d'épée d'alors. Politiquement, je ne sais pas ce qui va se passer. On voit bien le scénario de Macron. Il dit, au fond, le populisme étant incapable d'avoir un programme politique, ce qui est vrai. Il n'y a pas de programme populiste. Il n'y a pas de programme politique populiste. Il y a un imaginaire, c'est-à-dire on dit aux Chinois qui quittent la planète, on dit à la nature qu'elle ne s'aime pas, enfin je veux dire, bon, n'importe quoi, et vous n'avez pas vraiment de programme. Et donc à partir de là, le scénario Macron, c'est de dire, moi qui incarne, je ne dis pas que c'est... j'y adhère, hein, mais qui incarne une forme de rationalité quand même, on n'est pas dans le délire, dans machin, je vais mobiliser autour de moi des classes moyennes plutôt libérales, une grande partie de la droite libérale, l'autre filant chez le Front National. Les socialistes, je les aurai comme d'habitude, parce que de toute façon, à la fin, ils voteront contre Le Pen. Et c'est un scénario malheureusement un peu vraisemblable. Malheureusement, tout est semblable. Et tout le problème, évidemment, c'est de recomposer une expression politique, sociale, syndicale, mais ça ne se fait pas en 3 jours, qui fait que ces gens qui ont le sentiment légitime d'être victimes d'inégalités et d'injustice, on leur dise des choses rationnelles sur les inégalités scolaires, les inégalités spatiales, l'accès à la santé, etc. Mais ils ont le sentiment que personne ne leur parle. Et d'ailleurs, vous voyez même que maintenant, on ne parle plus qu'à des minorités. C'est-à-dire qu'on peut faire le virage américain. Vous savez, le virage américain, c'est que le Parti démocrate, c'était le parti des minorités et des travailleurs, et comme il n'est devenu que le parti des minorités, légitimement en colère, parce que maltraité, très maltraité, eh bien, les petits blancs, on dit, les seuls qui nous écoutent, c'est un milliardaire couleur orange, qui paye pas d'impôts. Qui paye pas d'impôts, et en plus, on va voter pour lui. Il est vachement malin parce que lui, il arrive à ne pas payer d'impôts. Enfin, voilà, on est menacé par ça. Donc, je crois que ce travail de reconstruction va être extrêmement difficile parce qu'il va falloir tenir compte des inégalités telles qu'elles se manifestent, telles qu'elles se construisent, et pas se la rejouer en disant non, il faut retrouver la classe ouvrière d'autrefois, les machins d'autrefois. Ça n'existera plus, ça ne reviendra pas. Donc, pour moi qui suis plutôt un type de gauche classique, traditionnelle, je rêve de reconstruire des forces, ce qu'on appelait avant, c'était pas une insulte, social-démocrate, c'est-à-dire
Ils disent qu'il faut que les catégories populaires aient une expression politique qui fasse que le développement de l'économie, qui reste quand même globalement de type capitaliste, se fasse plutôt à leur avantage dans une certaine mesure. Et ça règle le problème des écolos. Parce que l'écologie, c'est pas un programme politique. Le problème de l'écologie, c'est que ça va être de dire qu'est-ce que je fais sur les bouchons de la rocade montaise, qu'est-ce que je fais sur le développement d'une industrie qui va créer des emplois. Donc de faire rentrer la question écologique dans la question sociale. Il n'y aura pas une écologie comme ça, sauf pour les végans, quoi. Enfin, excusez-moi s'il y a des végans. Enfin, vous voyez, sauf pour les gens qui vivent hors du monde. Donc, je pense qu'on est dans cette situation pour un petit moment. Et on l'est d'autant plus qu'on s'aperçoit que l'Angleterre est dans cette situation, que les États-Unis sont dans cette situation, que l'Italie est dans cette situation, que l'Espagne, dont on pensait qu'elle ne l'était pas, elle est dans cette situation. L'Allemagne, c'est un peu différent, mais elle voit surgir une extrême droite que l'on n'imaginait même pas, où on dit qu'il faudrait gazer les immigrés, enfin bon, c'est tout blanc. Quand vous prenez les pays scandinaves, il faut quand même savoir que l'extrême droite a été au gouvernement en Norvège, qu'ils sont très puissants au Danemark, très puissants en Suède. C'est-à-dire que partout, ce vieux couple d'une droite libérale, conservatrice, mais pas fascisante quand même, et d'une gauche radicale le dimanche, mais plus réaliste le lundi, ce vieux couple-là a explosé. Et il ne se reconstituera pas comme tel. Comment va-t-il se reconstituer? Moi, je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Je crois simplement que ce qu'on aurait intérêt à faire, c'est à ne pas se payer de mots, à regarder les problèmes, à regarder comment ça se présente. Et je constate d'ailleurs que généralement, quand on se représente et qu'on regarde les problèmes à un niveau assez local, on n'est plutôt pas mauvais. On sait les régler. On sait régler quand même des problèmes scolaires, on sait régler des problèmes urbains. On peut régler des problèmes de transport, etc. Mais dès que vous montez en généralité, là on voit bien que cette expérience des inégalités, tout se passe comme si elle n'y avait pas de répondant politique. Je ne sais pas si... Ouais. C'est pour vous donner le moral. Très bien. Et en tout cas, vous avez parfaitement résumé tout ce que vous avez mis dans cet ouvrage. D'abord, une petite confirmation, vous êtes bien du siècle dernier, puisque vous utilisez le mot flippant de temps en temps. Et je pourrais dire vachement aussi. Oui. Je viens sur la dernière partie de votre exposé, et puis qui fait le dernier chapitre aussi de votre livre. Vous dites en fait que le travail à faire, alors il n'est pas seulement... Alors, en gros, vous dites que les petites inégalités, elles sont très nombreuses, et les solutions apportées par les gouvernants, c'est de les traiter une par une, finalement, en apportant des solutions qui, de toute façon, les résolveront que partiellement. À chaque inégalité, sa politique publique. Voilà, et du coup, on encourage à faire sortir d'autres inégalités. Et il y a une concurrence entre les inégalités. Enfin, je résume ce que vous appelez les petites inégalités. Et dans votre dernier chapitre, vous dites le boulot à faire, que vous avez un peu évoqué, c'est ne pas se focaliser seulement sur les petites inégalités, parce que les grandes inégalités existent toujours. Et donc, remettre l'ouvrage sur le métier, traiter ou apporter des solutions pour réduire les grandes inégalités, et en même temps essayer d'embarquer ces petites inégalités. Alors c'est là où la difficulté est pas oui, enfin, je voudrais un peu m'expliquer là-dessus. Je veux dire que si vous regardez la situation de la France, elle est extrêmement paradoxale. Nous sommes le pays qui a peut-être pas le plus, mais le deuxième, le troisième, le plus haut taux de prélèvement du monde. On est parmi les pays, alors, je voudrais bien me faire comprendre, on est parmi les pays les moins inégalitaires du monde. Que vous preniez le coefficient de Gini ou l'interdécile, etc. Bon. Mais on est, pardonnez-moi, on est un pays qui a un taux de prélèvement considérable et un taux de redistribution quand même considérable.
34% de redistribution, de l'éducation, la santé, etc. Ce qui fait que quand vous prenez les inégalités de revenus, je laisse de côté le patrimoine, qui est d'ailleurs un truc bien plus inégalitaire que le revenu, mais qui n'est pas perceptible à la conscience des Français. Les Français sont contre les droits de succession. Les cours d'économie, les Français sont contre les droits de succession, ce qui est quand même un facteur d'inégalité bien plus important que les inégalités de salaire. Bon. Mais peu importe, vous êtes un pays qui prélève et redistribue, et quand vous prenez les inégalités interdéciles, c'est-à-dire le décile le plus riche et le décile le plus pauvre, avant impôt, avant redistribution, c'est de l'ordre de 7, ce qui est le cas aux États-Unis aujourd'hui, et après redistribution, c'est 3,9, donc ça vaut le coup de payer des impôts, etc. Bon. Le problème, c'est que ça, c'est un contrat social, c'est-à-dire je paye et je reçois. Mais ce contrat social, aujourd'hui, il est embarqué dans des politiques publiques si complexes, si illisibles, si multiples, que plus personne ne le perçoit. Je veux dire par là qu'aucun citoyen ne sait comment est financé le tram de Nantes. Qui paye, qui reçoit. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé sur l'école. Les étudiants de mon université sont persuadés que l'école est gratuite. Bon, ça coûte 4 000 € par étudiant, c'est pas beaucoup, mais enfin, y en a qui payent pour que d'autres étudient. Mais plus personne ne le perçoit. Donc les riches, entre guillemets, disent je paye pour des clopinettes, et les pauvres disent je reçois jamais rien, ce qui est quand même pas vrai. Je veux dire, j'ai la Sécu, j'ai les transports, l'éducation, etc. Donc, à mon avis, une des choses à faire aujourd'hui, ça serait de créer des guichets uniques. Ça serait d'abolir toute la somme des dispositifs spéciaux, particuliers, etc., qui font que, un, c'est incompréhensible. Donc, vous avez le sentiment que ce n'est pas un système de solidarité au milieu d'Urkheim, et de l'autre côté, ça crée une guerre des pauvres contre les pauvres. Quand vous écoutez les gens, c'est toujours mon voisin qui reçoit ce dont je suis privé, surtout s'il est un peu bronzé, mon voisin, il reçoit ce dont je suis privé, etc., etc. Et chacun peut légitimement soupçonner l'autre de bénéficier d'un avantage dont il est privé. Et ça, c'est une machine alors à détruire le sentiment de solidarité absolue. Donc, je crois qu'une chose à faire, au lieu de multiplier un dispositif, de faire que vous avez droit à une prime, changement de voiture, dans quelles conditions, tel endroit, tel machin, tel modèle, etc., vous créez des systèmes. Je pense qu'il faut revenir à des systèmes universels. Je ne sais pas si je me fais comprendre, de manière à ce que tout le monde ait le sentiment d'être traité de la même façon. Bon. Ça me paraît très très important, et que l'on ait un sentiment aussi de perception. Je ne demande pas qu'on apprenne à l'école les finances publiques, mais qu'on ait une perception quand même un peu grossière des mécanismes de transfert qui sont quand même l'essentiel de la vie sociale et économique. Or, c'est devenu totalement illisible. Pour prendre le domaine que je connais le moins mal, qui est le domaine de l'éducation, vous avez un système central et des dispositifs qui s'ajoutent à l'infini. Et d'ailleurs, quand vous créez un nouveau dispositif, vous attendez que l'ancien meure de sa belle mort, parce qu'autrement, ça va gueuler si vous l'arrêtez. Donc, c'est devenu... Je veux dire, aucun fonctionnaire de l'éducation nationale ne connaît les 755 sigles qui sont le cœur du système, et il s'en rajoute, à l'heure où je viens, là, quand j'ai parlé, on en a inventé 10. Voilà. Donc, et on pourrait multiplier les mêmes choses sur les politiques urbaines, sur les politiques, toutes les politiques sont prises dans ça. Donc ça, je crois que c'est une chose qu'on pourrait essayer de simplifier, etc. La deuxième chose, évidemment, c'est de créer des politiques universelles, c'est-à-dire qui ne soient pas centrées sur une catégorie très spécifique. Alors, moi, j'avais fait, il y a quelques années, avec des collègues, un livre sur l'expérience des discriminations. Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'on avait interrogé des gens d'origine étrangère, discriminés incontestablement, des femmes discriminées incontestablement, etc. Et quand on les interrogeait, ils disaient tous,
Évidemment, je suis discriminé, mais je vis avec des gens qui ne le sont pas et qui s'en tirent pas mieux que moi. Je vais dire par là que je me souviens d'avoir interrogé un ouvrier d'origine algérienne qui disait « Ouais, moi, on me traite de sale arabe et tout. » Je me suis dit « Mon voisin de palier qui s'appelle Dupont, il dit pas mieux. » Seulement, mon voisin de voilier qui s'appelle Dupont, on lui parle, lui... On lui parle bien. On lui parle bien, non, mais lui, il n'a pas d'expression politique, alors que moi, en tant que discriminé, j'ai une expression politique. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut avoir des politiques qui visent des mondes hétérogènes. Autrement, si vous ciblez les gens, vous les mettez dans des conditions de concurrence permanente qui n'en finissent pas, et vous multipliez les inégalités que vous condamnez par ailleurs. Voilà. Donc, alors ça, c'est un programme politique quasi technicien. Vous ne faites pas descendre les gens dans la rue pour ça, mais il me semble que là, on a atteint un niveau d'illisibilité des mécanismes de transfert sociaux qui est politiquement dangereux. Qui est politiquement dangereux et qui est très paradoxal. Alors, je pourrais prendre plein d'exemples sur, par exemple, les enquêtes. Alors, c'est un classique de la sociologie française, sur les enquêtes sur la défiance, par exemple. Quand vous posez à un Danois, un Européen normal, voyez, la question, est-ce que quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu as a priori confiance en lui ou a priori tu te méfies de lui? Alors, les Danois, les Hollandais, tous ces gens sous-développés répondent à 75%, j'ai a priori confiance. Bon, mais en France, il n'y en a que 24% qui disent j'ai a priori confiance, c'est-à-dire l'autre va m'arnaquer à tous les coups. L'autre va m'arnaquer. Voilà. C'est comme nous, mais c'est très embêtant. Parce que l'autre, c'est pas un riche, c'est quelqu'un qui est comme moi, en réalité, dans lequel j'ai déjà pris confiance, parce qu'on est dans ces systèmes qui ne cessent de fractionner les publics. Vous vous interrogiez tout à l'heure sur à quel moment allons-nous sortir de ces passions tristes. Et en même temps, alors je glisse vers votre deuxième livre qui est sorti tout récemment sur les inégalités à l'école et l'école peut-elle sauver la démocratie, point d'interrogation. On a l'impression, parce que vous racontez dans cet ouvrage, qu'on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel quand même, parce que la massification de l'enseignement est aussi une machine à créer des inégalités. Ce qui caractérise même l'école française, vous le savez, c'est que les inégalités, l'amplitude des inégalités scolaires en France est plus grande que ce que supposerait l'amplitude des inégalités sociales. Alors, ça veut dire quoi? Pour parler le langage simple, ça veut dire que quand vous classez les pays en ordre d'inégalité sociale, et quand vous les classez en ordre d'inégalité scolaire, il y a des pays qui ont de grandes inégalités sociales et de grandes inégalités scolaires. C'est normal. Ça, c'est bien. On comprend. Il y a des pays qui ont peu d'inégalités sociales et peu d'inégalités scolaires. Jusque-là, ça va. Sauf qu'il y a des pays qui ont beaucoup d'inégalités sociales et relativement peu d'inégalités scolaires. Ça devient un peu énigmatique. Il y a des pays qui ont relativement peu d'inégalités sociales et beaucoup d'inégalités scolaires, et là, nous sommes les meilleurs du monde. C'est-à-dire que l'école accentue l'impact des inégalités sociales en France. Alors ça, c'est la première déception de la massification. La première promesse de la massification, qui a été largement tenue, c'est possible de le dire, ça a été de dire, si tout le monde peut faire des études secondaires et supérieures, ou presque tout le monde, les inégalités seront réduites. Alors, les inégalités d'accès ont été réduites, évidemment. Aujourd'hui, un enfant d'ouvrier de Saint-Nazaire qui passe le bac, bon, on ne va pas lui dresser une statue, ils sont nombreux dans ce cas, et c'est très bien. Mais si vous regardez les inégalités fines, qui est en classe prépa, qui est en S, qui est dans une grande école, qui est en première année de psycho, toutes choses qui est encore plus tard, etc., et bien là, vous allez voir revenir des inégalités extrêmement fortes, insupportables, parce qu'elles se font dans le système, et que l'on s'en compare toujours au plus près de soi, et pas au plus loin. Et là, il y a des choses à faire.
il y a des choses à faire parce que l'expérience des comparaisons internationales montre que dans tous les pays du monde, mieux vaut être un enfant de cadre qui parle 3 langues vivantes qu'un enfant dont les parents n'ont pas fait d'études et qui vit dans un appartement dégradé. C'est clair. Mais à l'école, il se passe aussi des choses, et là, on pourrait faire des choses, et en particulier en France, on a 2 handicaps insurmontables, mais qui sont au cœur de la culture enseignante. C'est ça qui est compliqué. S'il y a des enseignants ici, je suis prêt à me faire lyncher en sortant, mais il y a 2 choses. C'est un tropisme élitiste auquel on n'échappe pas. Alors, le tropisme élitiste scolaire français, ça n'est pas du tout le fait qu'il y ait des élites scolaires. Bon, les pays normaux veulent que les médecins fassent partie et que les pilotes de ligne fassent partie des élites scolaires. Personne n'est contre. Mais le tropisme français, c'est comme on est un pays où tout le monde est égal, tout le monde a le devoir de prétendre accéder à l'élite. Et donc tout le monde sera jugé à partir des critères de l'élite. Qu'est-ce que c'est qu'un capétien? C'est quelqu'un qui a planté à la grecque. D'accord? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait la filière EL ou L? C'est quelqu'un qui n'a pas fait S. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait un bac techno? C'est quelqu'un qui n'a pas fait un bac général. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait un bac pro? C'est quelqu'un qui n'a pas fait un bac techno. Parce qu'on est critiqué comme ça. Et quand vous touchez les programmes, tout le monde vous dit la France n'en remettra pas, le niveau culturel va s'effondrer, etc. D'ailleurs, on ne s'interroge jamais sur ce que les élèves savent. On s'interroge toujours sur ce que les élèves devraient savoir, qui sont le signe de la grandeur du pays. Je signale d'ailleurs à cet égard que si tous les gamins français savaient ce qu'on exige d'eux dans le fameux socle commun du collège, la France serait très largement devant la Suède en termes devant la Finlande en termes de niveau scolaire. Bon. Donc ça, c'est un problème extrêmement lourd à régler, mais qu'on peut régler en disant, on va peut-être ne plus réfléchir uniquement sur combien de femmes et d'enfants d'immigrés accèdent aux grandes écoles, mais réduire la distance des compétences et des savoirs entre les grandes écoles et les autres. Le vrai scandale, c'est pas qu'il y ait très peu d'enfants d'immigrés à Sciences Po Paris, c'est qu'il n'y ait que des enfants d'immigrés dans certaines filières professionnelles, ce dont personne ne se scandalise. Ça, c'est l'ordre des choses. Ça ne scandalise personne. Et on vient de remettre le couvert avec les cordées, je suis pour les cordées de la réussite, etc. Mais le problème qui nous est posé avec la massification, c'est que vous êtes dans un système qui ressemble à une compétition sportive, il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. La question, c'est pas comment on fait des vainqueurs, c'est qu'est-ce qu'on fait des vaincus. Parce que si on ne s'occupe pas des vaincus, si on les laisse dans cette situation de désespoir, d'humiliation, de haine de l'école, ils détestent l'école, en fait, il ne faut pas se raconter de blagues. C'est la seule manière qu'ils ont de construire un reste de dignité. Eh bien, je peux vous dire, et vous le savez, nous le ferons payer. C'est pas qu'un problème moral, ils feront payer politiquement, socialement, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut dire la priorité, c'est la formation la meilleure possible pour les élèves mauvais. Je dis, pour les élèves faibles. C'est ça la première priorité. Est-ce qu'il ne s'agirait pas aussi de redéfinir ce qu'on appelle l'élite? Parce que, oui, mais il faut... Je veux dire, un bon boulanger... Non, mais bien sûr. Alors ça c'est la deuxième versant de ma réponse. Mais ce que je veux dire, c'est que cette idée qu'on est tous jugés par rapport à l'élite, c'est une maladie nationale. Voilà. Je veux dire, d'autres pays ont des élites, ils sont même pas nuls intellectuellement, quelquefois. Il y a des pays où on sait lire, par exemple. Mais des pays où vous êtes d'emblée défini par votre diplôme, j'en connais qu'un, c'est la France. Deuxième problème de la massification, c'est que plus on a massifié, plus l'emprise des diplômes sur l'accès à l'emploi est devenue forte. Et plus l'emprise des diplômes est forte, plus les inégalités scolaires sont fortes. Ça, c'est un théorème. On pourrait donner aux étudiants de première année de sociaux, vous appelez ça le théorème du Béduru, c'est très très bien. C'est-à-dire que plus l'impact du diplôme sur l'emploi est fort, plus les inégalités scolaires sont fortes. On comprend très bien pourquoi. Si
Si vous êtes convaincu que l'avenir social de vos enfants se joue avec leur niveau scolaire à 16 ans, il n'y a plus de poètes. Je vais dans le privé, je fais des cours particuliers, évidemment, l'enjeu est tel que tout le monde a intérêt à accentuer les inégalités qui vous sont favorables. Bon. Le problème, évidemment, c'est qu'avec la massification, vous tenez une promesse qu'on appelle d'adéquation du diplôme à l'emploi, et cette promesse, elle est tenue pour les très bons. C'est-à-dire, tous les étudiants qui réussissent le concours de médecine seront médecins, tous les gens qui rentrent à l'école normale supérieure seront des intellos, tous les gens qui sortent d'une grande école d'ingénieurs seront ingénieurs, très bien. Quand vous êtes à l'autre bout de la chaîne, si vous n'avez rien, non seulement vous n'avez rien, mais ça devient un handicap. Parce que le fait de ne pas avoir de diplôme signifie que non seulement vous n'avez pas de compétences, mais que vous êtes même suspect d'avoir des troubles de fabrication, si je peux dire. Enfin, voilà. Donc sur un marché de l'emploi tendu, ça devient un problème. Et au milieu, vous organisez une file d'attente. C'est-à-dire, je monte le niveau scolaire avec des étudiants, c'est le cas des grandes masses des étudiants de l'université, qui vont devoir, au terme de leurs études, transformer leurs compétences scolaires en compétences sociales et professionnelles au cours d'une longue période d'insertion. Ce système, avec la crise du Covid qui va être terrible sur l'accès des jeunes à l'emploi, ce système va devenir d'une brutalité, d'une violence incroyable. C'est-à-dire, sans diplôme, vous êtes mort, tout le monde va vouloir s'inscrire sur la file d'attente le plus longtemps possible en attendant qu'il y ait du boulot, et la poésie pour l'accès aux élites va être encore moins poétique, si je peux dire. Bon, donc ça va être le premier problème. Et deuxième problème que ça pose, qui est une croyance française comme l'élitisme, c'est pourquoi le mérite scolaire serait-il la seule figure du mérite? Je vais donner un exemple pour bien me faire comprendre. Les Allemands qui n'ont pas que des vertus. Bon. On construit un système très différent du nôtre, puisque leur système construit, leur Jules Ferry s'appelait Bismarck, enfin c'était pas du tout le même truc. Et ils ont construit une école, non pas à la manière française pour fabriquer la nation et la République, une sorte de séminaire républicain, mais ils ont construit une école pour développer l'industrie. Donc, les bourgeois, les intellos vont au gymnasium et à l'université pour être des intellos, des scientifiques, et les autres, on va les mettre dans des formations professionnelles de bonne qualité parce que c'est bon pour l'économie allemande. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Ce qui fait que, quand vous regardez la situation allemande aujourd'hui, le recrutement du gymnasium est beaucoup plus inégalitaire socialement que ne l'est le recrutement du lycée en France. D'accord? Mais ceux qui ne vont pas au gymnasium sont beaucoup mieux traités en termes de formation que ne le sont leurs correspondants français, qui sont définis par leur niveau d'échec. Voilà. Et donc ça, c'est des affaires qui vont devoir nous occuper. Et c'est pas... Je veux dire, là encore, la priorité, ça ne va pas être l'accès de plus d'enfants de pauvres dans les écoles d'ingénieurs. Je suis pour. La question, c'est et les autres? Et les autres, il va bien falloir qu'ils aient des modes d'accès. Alors, il y a des pays qui font ça pas mal. Par exemple, qui font ça mieux. Les pays, par exemple, dans lesquels vous n'avez pas l'image d'un parcours scolaire linéaire à la française. Je fais les études jusqu'à 20 ans. Quand c'est fini, je rentre dans le boulot. Vous avez des pays qui disent non, pendant 10 ans, tu travailles, tu reviens aux études, tu repars, tu reviens. Et au fond, ce temps d'insertion est aménagé, il est financé. Quand vous demandez à des Suédois s'il y a beaucoup d'enfants de travailleurs, d'ouvriers dans leur université, ils ne comprennent pas la question, ils vous répondent non, chez nous, on a beaucoup de salariés. Et la moitié de nos étudiants sont salariés, c'est pas des... On ne se demande pas si c'est des fils d'ouvriers, c'est des gens qui travaillent, qui reviennent, qui ont travaillé, qui reviennent, etc. Donc voilà. Et puis la troisième déception, évidemment, la troisième promesse de l'école, de la massification scolaire, c'est de dire l'école incarne les vertus de la démocratie, de la tolérance, de la foi dans la raison, dans la science, dans le progrès. Ce qu'on appelle la promesse Victor Hugo, vous savez, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Bon. Ben, on a ouvert beaucoup d'écoles et pas mal de prisons. Simultanément. Il n'y a toujours pas assez de places de prison. Et on s'est rendu compte, évidemment, que
cette promesse ne marche pas. Alors elle ne marche pas pour une raison qu'on voit partout. C'est que l'école de la République avait une forte autorité intellectuelle. Au fond, les gamins étaient élevés entre leur père, leur curé et leur institut. Il y a des choses simplement. Aujourd'hui, l'autorité du curé a un peu faibli, celle du père n'est pas terrible, et celle de l'institut est quand même très largement concurrencée par celle des écrans, des téléphones, et toutes les enquêtes montrent qu'évidemment, un adolescent aujourd'hui, fût-il un très bon élève, passe beaucoup plus de temps avec son téléphone que sur ses cours. Donc l'autorité, de manière générale, de l'institution scolaire a beaucoup faibli. Elle a beaucoup faibli. Et ça se manifeste d'une manière un peu flippante, c'est que, d'une certaine façon, on s'aperçoit que les jeunes qui adhèrent très profondément aux valeurs de la raison, de la science, du progrès, ben c'est ceux qui ont réussi leurs études à déjà un très haut niveau. Mais on se rend compte que même au niveau licence, la croyance dans les fake news est la même au niveau licence que chez ceux qui n'ont pas fait d'études. C'est-à-dire que le nombre de ceux qui croient que la Terre est plate, une croyance parfaitement démocratique, puisque il n'y a pas pourquoi je me soumettrais à l'autorité des astronomes, voilà. Eh bien, cette croyance, elle est la même dans la première année de droit que dans le lycée professionnel, etc., etc. Donc, il y a là quelque chose qui est en train de nous poser un problème, c'est que d'une certaine façon, l'influence éducative de l'école a beaucoup baissé. Elle a beaucoup baissé, et on s'aperçoit que, quand on fait des enquêtes là-dessus, que l'intérêt pour les études, l'intérêt intellectuel pour les études décline de la 6e au bac, mais il décline de la même manière chez les très bons élèves que chez les autres. C'est-à-dire que les très bons élèves ne s'intéressent pas plus à leurs études que les autres, sauf qu'ils savent faire. Sauf qu'ils savent faire des dissertes, des choses comme ça. Alors ça pose un problème. D'abord, ça rend le travail d'enseignant un peu douloureux, je suppose. C'est comme si les gens vont à la messe et ne croient plus en Dieu. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Et donc ça pose un enjeu auquel on pourrait répondre, c'est de dire comment redonner à l'école des capacités éducatives. Et moi, ma conviction, c'est qu'on redonnera à l'école des capacités éducatives si on apprend à l'école à vivre ensemble et pas simplement à réussir des exercices. Voilà. Et il y a une bonne nouvelle avec le Covid, c'est que ce dont ont souffert les élèves massivement, c'est pas de la fin des cours de maths, c'est de la fin de la vie sociale, scolaire, qui est pour eux essentielle. On grandit à l'école. Et au lieu de considérer que l'adolescence, c'est une sorte de parasitage désagréable de la vie scolaire, il faudrait que on change de modèle là aussi. Autrement, on devra payer cette espèce de paradoxe qui fait que les vainqueurs de la compétition scolaire deviennent une nouvelle classe, une nouvelle élite, que les autres haïssent, qui méprisent ceux qui les haïssent parce que d'une certaine façon ils n'avaient qu'à réussir, etc., etc. Ce qui est en train de se passer dans la haine de l'électeur de Trump contre la côte Est, dans la haine du gilet jaune contre les intellectuels, journalistes, les savants, voilà. C'est quand même très très embêtant, et l'école n'est pas responsable de ça, je dois bien le préciser, mais l'école ne peut pas se tenir comme totalement innocente. Mais si vous prenez ces trois problèmes, on peut agir. On peut agir. Je ne dis pas qu'on peut fabriquer une école idéale, mais on peut donner la priorité aux élèves les plus faibles, on peut redéfinir les modalités d'accès à l'emploi et le poids des diplômes, on peut essayer de fabriquer, dans le jargon, ça s'appelle des communautés éducatives, tout ça comme on voudra, on peut quand même faire un peu mieux. Vous en avez parlé à Jean-Michel Blanquer. On ne se parle pas beaucoup avec Jean-Michel. Non, on ne se parle pas parce que Jean-Michel Blanquer, qui n'est pas un homme méprisable du tout, ne s'intéresse pas du tout aux sciences sociales, il croit aux sciences cognitives. Voilà. Il a raison parce que les sciences cognitives, c'est très intéressant, mais on n'a pas encore, quand on sait le fonctionnement du cerveau, on n'a pas encore la technique pédagogique pour l'optimiser. Donc, au moment, faisons encore un peu de
Oui, alors juste dans la prolongation de la question de Franck, est-ce que les politiques vous consultent, alors pas seulement pour l'école, mais par rapport aux inégalités, à votre réflexion sur la nécessité de répondre à ces questions qui nous conduisent vers les populismes? Je crois que c'est un peu compliqué, parce que je ne sais pas comment répondre à cette question. Moi je ne suis pas consulté. Donc, j'ai été... Enfin, peu de temps. Ce que je veux dire, c'est que mon expérience en la matière, c'est que la politique, ça existe. Alors, quand je dis la politique, ça existe, je veux dire que je pense un peu à la Max Weber, pour faire un peu pédant, mais que le savant et le politique, c'est pas exactement le même job. Et je trouve que quand les savants donnent des conseils politiques, parfois il ferait mieux d'être un peu savant et pas en faire le tonne. Il y a qu'à, il faut... je crois qu'on ferait être président de la République, enfin, ça me paraît pas raisonnable. Et je crois surtout que la décision politique a une rationalité très particulière. Moi, c'est embêtant de parler comme ça, mais j'ai donné des conseils à des ministres de l'éducation nationale, etc., que je trouvais sympathiques et tout. Bon. Vous vous rendez compte quand même qu'entre les conseils que vous donnez et la machine politique, il y a une distance lunaire. La première, c'est évidemment que vous n'avez pas de problème d'argent. Je me souviens, une fois, on m'avait demandé de faire une réforme des collèges. J'ai fait une réforme des collèges au point, qui n'a eu aucun succès. Et je me souviens qu'une fois, j'ai discuté avec, je ne sais pas qui, les représentants des syndicats, et je disais, on n'a qu'à faire ça. Il y a un énarque à côté de moi qui me dit, tu viens de dépenser 10 milliards. Voyez, alors on a beau mépriser l'argent, tout de suite on se dit ça va être plus compliqué. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout, un homme politique a le sens des opportunités politiques. C'est-à-dire que quand je viens du sud-ouest, il faut qu'il ait le sens de ce que dans le rugby on appelle le trou. C'est-à-dire l'endroit où on va pouvoir passer. Et ça, les savants, ils ne l'ont pas. Donc, un homme politique, ça résonne en termes d'alliance, d'opportunités, de marchandage, etc. C'est son boulot. Donc, je crois qu'il faut que les choses soient relativement séparées. Et aujourd'hui, j'ai souvent l'impression qu'avec l'espèce de confusion un peu étrange dans laquelle nous sommes, les chaînes d'infos continuent, le fait que chacun devienne un mouvement social à lui tout seul devant son ordinateur en écrivant ce qu'il pense, j'ai le sentiment quelquefois que tout le monde déconne un petit peu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le temps de l'action politique, c'est pas le temps de la réflexion, etc. En revanche, je crois qu'il faut dire voilà l'état du champ de bataille, voilà l'état de la situation, voilà ce que je perçois comme étant les enjeux. Je vais donner un exemple très simple. J'étais il y a un mois à peu près invité à regarder les rencontres, les journées du PS à Blois. C'était sympa parce qu'il découvrait qu'il n'était pas mort, donc c'est sympa. Non, c'est vrai, c'était sympa. Mais il ne discutait que d'une question qui était l'alliance avec les Verts. Bon, pourquoi pas? C'est une question politique fondamentale. Moi, la question que je leur posais comme sociologue, c'est comment retrouver un électorat populaire qui vote plus pour vous. Parce que l'alliance avec les Verts, c'est l'alliance de la bourgeoisie socialiste et de la bourgeoisie bobo verte. Point barre. Les autres vont vous regarder de très très loin. Donc ça, le savant peut le dire. Comment faire? Moi, je crois qu'il faut être tout petit peu raisonnable. C'est à sa place. Ouais. On va peut-être passer aux questions de la salle. Alors, si vous avez une question, levez la main et puis on va distribuer la parole. Exprimez-vous. Ah bah, il y aura un micro, il y a même un micro baladeur. Qui veut poser une question à François Dubel? Là-bas, Carole, derrière vous. Voilà. Allez-y. Bonsoir. Merci déjà, c'était très intéressant. C'est une belle entrée en matière au livre que je n'ai pas encore lu. Voilà.
Je voulais vous poser une question sur la nouvelle sémantique, enfin le nouveau vocabulaire qui est employé par notamment la gauche depuis plusieurs mois. Vous parlez des inégalités. On parle beaucoup d'intersectionnalité. Moi, je voulais votre avis sur ce mot notamment. Vous parlez des inégalités qui se cristallisent au sein de chaque individu, de somme d'inégalités et d'individualisation d'une somme d'inégalités. La gauche parle depuis quelques mois d'intersectionnalité. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est multiplier, en tout cas additionner les inégalités. Je suis à la fois femme, je suis à la fois noire, je suis à la fois de zone rurale, je n'ai pas accès aux services publics, voilà. Et le deuxième volet de ma question, c'était, vous parlez de homogénéiser les politiques publiques pour justement cibler l'inégalité globale. J'ai l'impression que la gauche cible avec cette intersectionnalité par inégalité et qu'on en revient à cette histoire de discrimination. Donc voilà, je veux à la fois votre avis sur ce mot et le vocabulaire employé et sur la méthode. Voilà. Alors, il faut répondre précisément. Le mot intersectionnalité, personnellement, m'agace parce que c'est l'invention de Lothier, un sociologue normal. Quand je faisais de la sociologie, j'étais étudiant, on lisait des très grandes enquêtes américaines et on disait on va étudier par exemple les opinions. Et alors on mettait dans une colonne la situation professionnelle, la race, les Américains mettent la race, le sexe, etc. Et le croisement de ça s'appelle l'intersectionnalité. Alors, moi, quand on me dit c'est une grande révélation que je peux être un homme blanc, vieux, homosexuel, etc., je me dis putain, cette révélation, je n'y attendais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est une trivialité. Intellectuellement, je pense que c'est une trivialité. Pour dire les choses. Alors, la seconde chose qui est posée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand vous raisonnez en termes de discrimination, je reviens à ça, c'est-à-dire que soit vous raisonnez en disant ce qui est injuste, c'est les places que les gens occupent. Les places que les gens occupent. C'est-à-dire, ce qui est injuste, c'est pas que monsieur Dupont ou madame Durand soient devenus caissières ou caissiers, c'est que les caissières et les caissiers soient maltraités. Et moi, je vais agir sur les... Je ne vais pas agir sur madame Dupont et monsieur Durand. Pourquoi ils sont devenus caissiers? Mais je vais agir sur le statut de caissier. Moi, je suis un syndicaliste bête et méchant. De ce point de vue-là. Et peu importe que ce soit d'ailleurs madame Durand ou monsieur Dupont, etc. Je vais agir là-dessus. Je signale d'ailleurs que quand vous regardez les trucs de la gauche, y compris des syndicats, le travail n'intéresse plus grand monde. Ce qui intéresse, c'est l'emploi. Mais le travail, c'est-à-dire les conditions de travail, l'intérêt du travail, ça n'intéresse plus beaucoup, ce qui était au cœur du syndicalisme. Donc, je pense que là-dessus, il faut faire très très attention, parce que si vous raisonnez de cette manière, on avait cette conversation avec Mireille ce matin en voiture, en venant, on écoutait Julien Cagé qui propose de rénover la démocratie, qui dit il faut moitié homme, moitié femme. Jusque-là, ça va. Bon. Il faut moitié classe populaire, moitié classe non populaire. Jusque-là, ça va poser un problème. Hein. Parce qu'il y a un tas de gens qui vont dire moi je ne suis pas populaire, moi je le suis, etc., etc. Et puis ensuite, il faut minorité-majorité. Moi j'ai des petites filles dont le père est d'origine kabyle et la mère a les yeux bleus comme leur papa, comme son papa. Alors elles sont quoi? Elles comptent pour 50% minorité, 50% majorité, etc. Et puis évidemment, les minorités sexuelles vont dire et pourquoi pas moi? Et si vous prenez des hommes et des femmes, c'est vachement simple, mais qu'est-ce que vous faites des trans et des queers? Donc vous mettez le doigt. Je pense que le problème est vrai. Il faut traiter les inégalités telles qu'elles se posent. Mais si vous entrez dans ces définitions ultra fines des inégalités, vous créez un système de concurrence des victimes, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, qui fait que chacun a intérêt à exhiber qu'il est plus victime que l'autre pour être plus aidé que l'autre. Ça, c'est ma première critique. Ma critique, en tout cas, mon inquiétude là-dessus. C'est-à-dire, au lieu de créer du commun, vous créez sans cesse de la différence. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire, il ne faut pas s'occuper des problèmes de minorités sexuelles, ça. Je dis, mais si vous construisez la vie sociale et politique là-dessus, vous avez ouvert une boîte de Pandore
il sera difficile de refermer. Et la seconde chose que je voudrais dire, c'est que quand vous raisonnez comme ça, en termes d'égalité des chances, vous raisonnez en favorisant les vainqueurs d'une compétition de l'égalité des chances qui va dégrader le sort des vaincus. Alors je m'explique là-dessus. Il y a eu aux États-Unis une politique que j'approuve complètement de discrimination positive qui a été créée dans les années 60, fin des années 60, par un président qui était le plus à gauche des États-Unis qui s'appelait Johnson. Son problème, c'était la guerre du Vietnam qui n'était pas très à gauche. Bon, mais politique, socialement, il a été à gauche. Bon, il a créé ses politiques. Ces politiques ont été formidables. C'est-à-dire qu'il s'est créé une bourgeoisie noire. Obama, c'est le produit de cette politique. Il s'est créé une bourgeoisie noire, des intellectuels noirs, des journalistes noirs, des médecins noirs, peut-être qui n'existaient pas. Dans les années 60, il n'y en a pas. Il y en a zéro. C'est un grand succès. En même temps, la situation moyenne des Noirs s'est dégradée. Pourquoi? Parce que vous avez créé une politique qui a pris dans la communauté noire les élites, qui les a sortis de la communauté noire, et qui les a dégradés. Si dans les banlieues, vous prenez les meilleurs élèves du quartier, que vous les sortez du quartier, vous les mettez dans le lycée, la situation moyenne du quartier va s'effondrer. Qu'est-ce qui faisait la force des banlieues rouges? C'est que le curé, il restait là. L'instit, il habitait dans le quartier. Le militant communiste, il montait dans l'appareil, mais il restait dans le quartier. C'est-à-dire que la création d'une élite dans le quartier ne vidait pas le quartier. Ces politiques vident. Alors, le raisonnement que j'ai fait sur les Afro-Américains, on l'a fait exactement sur les femmes. Les femmes, la situation, les femmes ont accédé comme jamais à des postes, à l'université, dans la presse, dans l'économie, etc., etc. Mais la situation moyenne des femmes, par rapport aux hommes, s'est dégradée. Parce que celles qui n'ont pas eu le bon goût de gagner, eh bien, sont tombées, famille, ça s'appelle famille monoparentale et autres plaisanteries. Donc, il faut faire très attention à ces politiques. C'est pour ça que si vous voulez avoir plus d'égalité des chances et moins de discrimination, c'est ma position, il faut réduire les inégalités entre les positions sociales. Mais si vous luttez uniquement contre les discriminations, vous risquez d'accentuer les inégalités entre les positions sociales, ce qui accentuera à terme les discriminations. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Autrement dit, si vous jouez l'égalité des places, vous gagnez en termes d'égalité des chances, indirectement. Si vous jouez uniquement en termes d'égalité des chances, ce qui est la pensée Macron, et qui est une pensée qui est absolument partagée par tout le monde de ce point de vue-là, eh bien vous allez perdre en termes d'égalité des places. Pour moi, le scandale, pour dire les choses simplement, ça n'est pas seulement qu'il n'y ait pas assez de femmes et d'enfants d'immigrés à l'école polytechnique, c'est que quand vous êtes à l'école polytechnique, vous avez une rente à vie, et que quand vous êtes en bas du système scolaire, vous avez une précarité à vie. Et ça me choque plus que le nombre qui est ça serait bien de changer. Sans compter que l'idée qu'une femme qui accède au pouvoir et un immigré qui accède au pouvoir deviennent automatiquement sympathiques, je suis pour, mais je ne suis pas certain que ça marche. Voilà. Madame Thatcher n'était pas très sympathique. Il y avait une question, voilà. Vous venez juste de prononcer le mot précarité, c'était le premier volet de ma question, c'était parce que dans la première partie en fait de votre intervention, vous avez peu insisté par rapport au sentiment sur des inégalités, sur la question du développement de la précarité, notamment dans le travail, les petits jobs, les jobs à 1 euro, etc. Et juste, c'était une question par rapport à ça. La deuxième volet de ma question, c'est un peu de l'autre côté. C'est ceux qui, en effet, accumulent les richesses, mais ceux qui accumulent aussi le pouvoir. Et j'ai l'impression que là, les inégalités, c'est pas simplement en termes de place, en termes de richesse, c'est les inégalités en termes de pouvoir, ce qui est actuellement en jeu aussi, quand on parle des fameux 1%, etc., c'est que par le capitalisme financier, ils acquièrent un pouvoir absolument énorme qui n'était pas auparavant
distribués de la même façon. Alors, pas de la même façon parce que les entreprises, les groupes, les établissements financiers, etc. Et maintenant, c'est pas distribué de la même façon et c'est moins visible. Là, pour rejoindre aussi ce que vous dites sur l'invisibilité d'un certain, donc qui peut accroître le sentiment, les rumeurs. Mais il est certain que cette accumulation-là dans le haut est un problème est un véritable problème de pouvoir. Non, je suis évidemment complètement d'accord, mais je pense que ce que vous décrivez, paradoxalement, c'est pas un problème d'inégalité. Je veux dire par là que non, mais ce qui fait agir les gens, ce qui crée l'expérience des inégalités, c'est entre les 5% les plus riches et les 10% les plus pauvres. C'est des gens qui se croisent, qui se rencontrent, qui se voient de temps en temps. Bon. Là, vous posez un autre problème qui est tout à fait essentiel, c'est qu'il se crée une... Je ne sais même pas si le mot oligarchie convient. Il se crée des puissances économiques qui échappent totalement au contrôle des États et qui ont effectivement la totalité du pouvoir réel. Et ça, c'est un problème, je dirais, qui est essentiel, c'est pour le Piketty. Et c'est un problème d'État. Piketty s'intéresse au 1 pour 1000, au 1 pour 10 000. Il a raison. Mais le 1 pour 1000 et le 1 pour 10 000, c'est un problème d'État. C'est-à-dire, est-ce que les États sont souverains, qui payent les impôts, comment on gère des flux financiers. C'est un problème qui n'est pas exactement... Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas exactement le problème des inégalités sociales. Je sais pas si je me fais bien comprendre. D'ailleurs, tout ça est tel que les gens qui font partie des 5% les plus riches, les 5% les plus riches, c'est pas aller très loin pour en trouver. Je veux dire, un couple de profs agrégés, c'est 5% les plus riches. Un médecin qui marche bien, c'est 5% les plus riches. C'est pas des gens lunaires. Généralement, ils disent, moi, je ne veux pas payer plus parce qu'il y a les 1 pour 10 000. Donc, il faut faire très attention. Mais je crois qu'il faut distinguer le problème, au fond, c'est un problème marxiste. Si vous voulez. Il faut distinguer la concentration du capital en humain et la structure de la société. Alors, la structure de la société, elle n'est pas... Si vous regardez les photos superbes qu'il y a derrière, dans le couloir, vous avez des bidonvilles et des villas plus ou moins confortables avec des piscines et des tennis. Bon. L'inégalité est extrême, mais ce n'est pas les 1 pour 1000 ou les 1 pour 10 000 avec leur villa et leur piscine. Ils sont sur une autre planète. Donc là, vous êtes dans un... Politiquement, c'est un problème essentiel. Vous êtes dans un tout autre type, à mon avis, de problème d'inégalité. Alors, ce que ça pose, c'est que pendant très longtemps, pour parler le langage de Marx, le langage marxiste, le patron et le propriétaire étaient le même. Moi j'ai travaillé sur la sidérurgie lorraine. Les ouvriers lorrains qui étaient CGT, communistes, avaient la nostalgie de Vandel. Pourquoi ? Parce que de Vandel, c'était le patron de l'usine et le propriétaire de l'usine. Donc on savait qui c'était de Vandel. On l'avait même, ou Michelin, on les avait vus. Ils existaient. Aujourd'hui, évidemment, quand vous êtes dans la structure du capitalisme tel qu'il est, vous voyez les types se mettre en grève pour faire surgir le propriétaire qu'on n'a jamais vu. Bon, des choses comme ça. Donc, vous avez une dissociation du patron, si vous voulez, qui est le type qui organise le travail, etc., et du propriétaire. Parce que le propriétaire, on ne sait même pas s'il existe. Hein. D'une certaine façon, c'est des fonds de pension, c'est des fonds financiers, etc. Et ça, je crois que c'est un autre problème que le problème des inégalités. Alors, moralement, c'est encore plus scandaleux, mais je veux dire, il n'y a pas une chaîne de continuité d'un problème à l'autre, de mon point de vue. Et la vie politique, celle qui m'intéresse, elle se fait dans les inégalités au cœur de la vie sociale, voilà. Entre le centre et la banlieue, etc. Allez-y. Bonsoir, merci.
Je sais pas, je vais faire poser ma question. Alors, je dis ça, c'est peut-être parce que sûrement je fais partie de cette génération No Future, et peut-être c'est aussi parce que j'ai perdu ce sens des institutions. Mais par rapport à l'école, moi, la question que je me pose, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué. Et par exemple, si je reprends les travaux, soit de Bernard Lahire, Stéphane Beau, et de tout ce qui a été fait au sein des quartiers, on voit à quel point l'importance du milieu et de la socialisation, la racialisation, c'est ultra important. Donc pour moi, si on veut changer les choses dans l'école, il faut aussi changer les choses dans ces quartiers-là, il faut aussi changer donc, en termes de politique publique. Donc on parle de la main gauche de l'État, donc de l'État-providence, l'État social. Donc pour ça, après, il faut passer par la démocratie. On a vu à quel point c'était compliqué et qu'aujourd'hui on était moins sur l'État-nation, l'État social et plus sur l'État économique, ultra-libéral, porté par le monde entier. Et donc à ce moment-là, je me dis, comment en fait on règle ces problèmes vis-à-vis de l'école. Moi, je suis pas persuadé justement que rendre plus lisibles les dépenses, rendre tout ça, ça va vraiment régler le problème de la représentativité, de la confiance envers la démocratie, envers l'État en fait. Et je pense pas que dans le futur, ça va améliorer le vécu du peuple. Alors, moi j'ai une image un peu plan-plan de la vie démocratique. C'est-à-dire, la société est composée de groupes d'individus qui ont des intérêts contradictoires et la vie démocratique, ça consiste à stabiliser la représentation de ces intérêts pour aboutir à des compromis acceptables pour tout le monde. C'est un peu bête, mais ça évite la guerre civile. C'est quand même un avantage non négligeable. Mais c'est un boulot énorme, parce que ça suppose des accords, des désaccords, des représentations, des corps, etc. Sur l'école, vous citez Bernard Lahire, c'est très intéressant, parce que ce que montre Bernard Lahire, c'est que, justement, c'est une micro-sociologie des petites inégalités qui deviennent très très grandes. Et ça, quelque chose de désespérant. Ça, quelque chose de peu désespérant. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte que ce qui va créer des très grandes inégalités à la fin, c'est des toutes petites inégalités de départ. Je vais prendre un exemple très simple. On a tenu un raisonnement qui consiste à dire l'école est juste par définition, les familles sont inégalitaires, donc si on scolarise les enfants très tôt, à l'école élémentaire, on va réduire les inégalités. Et on s'est rendu compte que l'effet qu'on a eu en faisant ça, c'est que l'école primaire est devenue une sorte de propédeutique de l'école élémentaire, et que, en grande section maternelle, on commence à voir se révéler des inégalités qui vont ensuite se développer de plus en plus. Donc, vous pouvez agir là-dessus en disant, je vais mettre ce qui est ma position, je vais d'abord réduire les inégalités en amont, quand même rappeler que si les gens vivent mieux, etc. Bien. Deuxièmement, vous pouvez dire, je mets plus de moyens, je forme mieux les enseignants, ce qui n'est pas toujours... non, si on raisonnait sur l'hôpital, l'idée de mieux former les médecins ne scandaliserait personne. L'école, on est tous géniaux par définition. Mais enfin, quand même, on pourrait faire un petit effort là-dessus. Et puis, vous pouvez dire, si la machine est une machine qui produit des inégalités propres, c'est ma position, il faut que l'impact social de ces inégalités soit le plus faible possible. Ça, c'est une chose qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a aucune raison de condamner socialement quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas été aussi bon à l'école que les autres. Or, dans le monde français, on intériorise, y compris mes collègues sociologues que vous citez, intériorisent tous la norme scolaire comme la norme allant de soi. On mesure sans cesse les inégalités scolaires par rapport à la norme d'excellence. C'est comme si vous mesuriez toutes les performances cyclistes à partir du vainqueur du Tour de France. Et plus le vainqueur va vite, même si les autres derrière pédalent de toute leur force, l'écart restera ou se creusera, etc. Donc, il y a un moment où il faut dire les inégalités scolaires. Il ne faut pas que les inégalités scolaires aient autant d'impact sur la vie scolaire. Alors, mon ami Marie Duru, qui adore lire les enquêtes et les faire, pourrait vous dire que quand vous mesurez les inégalités de compétences scolaires, elles sont extrêmement fortes, et quand vous prenez les mêmes catégories dans le monde du travail, ces inégalités sont beaucoup plus faibles. En clair, les inégalités scolaires entre médecins et infirmières sont considérables, les inégalités de compétences professionnelles entre médecins et infirmières sont beaucoup plus faibles.
Les inégalités professionnelles entre l'ingénieur et l'ouvrier sont considérables. Les inégalités de compétences professionnelles dans la même entreprise entre l'ingénieur et l'ouvrier sont beaucoup plus faibles. Parce que l'école est là pour légitimer des inégalités. Donc, elle les accentue. Donc, bien sûr, il faut se battre pour qu'il y ait le plus d'égalité des chances possible. Mais l'égalité des chances est un modèle darwinien. L'égalité des chances, c'est vainqueur-vaincu. Et plus la compétition de l'égalité des chances sera juste dans un monde idéal, plus ça sera malheur aux vaincus, parce qu'ils n'auront plus d'excuses. Et moi, je pense qu'il faut s'occuper des vaincus. C'est pas difficile de prendre les gamins de l'immigration intelligents, sympas, dynamiques, qui feront de très bonnes études. Il faut le faire. Mais c'est les autres qui sont difficiles. Vous comprenez? Et c'est les autres. Et si on est dans cette course à l'échalote permanente, il faut qu'ils réussissent comme les autres, c'est une blague. Pourquoi voulez-vous que les classes moyennes dont vous faites partie, dont les enseignants font partie, aient la courtoisie de ne pas courir de plus en plus vite pour que les autres les rattrapent? Enfin, quand même, il faut être raisonnable. Regardez les réactions du monde enseignant face à toutes les réformes scolaires, quelles qu'elles soient. On garde les classes prépa, on garde les filières, on garde les mentions, on garde les notes de 0 à 20. Noter de 0 à 20, c'est une maladie nationale française. Noter de 0 à 20, c'est pas mesurer la compétence des gosses, c'est les ranger. Et je me souviens de Luc Ferry, disant, quand je ne sais pas quel ministre l'avait succédé, on pourrait noter à l'école élémentaire de 1 à 5, de 1 à 10, etc., avait dit c'est la fin de la civilisation. Et à la peine d'être Luc Ferry. Je veux dire ça. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un problème d'égalité des chances, qui est un scandale, mais il y a un problème de nature du jeu. Le jeu est par nature un jeu cruel. En fait, je voulais juste mettre en exergue le développement. Vous avez parlé tout à l'heure du téléphone, d'Internet. En fait, moi, justement, je voulais parler, bon, là, je parlais des quartiers, mais de ce développement d'une culture qui allait à l'encontre de la culture scolaire dans ces milieux spatio-sociaux où, en fin de compte, pour être un homme, il faut plus avoir comme image le chômeur, où voilà, il fallait être opposé à l'école. Et en fin de compte, ça c'est à l'extérieur de l'école, c'est pas du tout au sein de l'école. Il y a de très belles enquêtes qui ont été faites aux États-Unis par un sociologue afro-américain qui est mort, je crois, qui s'appelait Ogbu, et qui se posait une question très désagréable: pourquoi les enfants afro-américains réussissent moins bien à l'école que toutes les autres minorités? Ils réussissent moins bien à l'école que les Haïtiens qui débarquent, que les Mexicains, etc. Eh bien, la réponse est très claire. Si tu veux être un homme, mon fils, déteste l'école. N'aie pas confiance en l'école. Et c'est ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire que, moi j'avais écrit un article il y a très longtemps sur la guerre des pitres et des bouffons. Bien travailler à l'école, dans certains collèges, c'est être un bouffon, un collabo, un PD, des choses avec encore plus de poésie. Donc vous êtes dans une culture qui a intériorisé déjà, le fait que ce n'est pas bon. Donc il faut se battre contre ça. Mais il faut aussi bien comprendre que le jeu a quelque chose de tragique, puisque c'est un jeu vainqueur-vaincu. Et on constate d'ailleurs, puisque vous évoquez les sociologues, que si vous prenez les stratégies des classes moyennes, du temps de Bourdieu, le temps de Bourdieu, c'était simple, il y avait le capital culturel. Mes parents ont une bibliothèque. Ils parlent en mettant la double négation, etc., etc. Et donc, les enfants réussissent à l'école, ça va de soi. Quand vous prenez aujourd'hui les stratégies des classes moyennes pour que leurs enfants réussissent à l'école, il y a belle lurette qui ne font plus du tout confiance à leur capital culturel et qui élèvent leurs gosses comme des coachs sportifs ou des entraîneurs de chevaux. Ben là, je suis désolé, on choisit le collège, on choisit la langue, on choisit les copains, on choisit les jeux, on maîtrise tout, parce qu'on a bien compris que plus l'école était massifiée, plus elle était compétitive, et qu'il ne suffisait plus de faire confiance au bon vieux capital culturel. Voilà. Donc, comme le disait Condorcet, il faudrait que les enseignants n'aient pas d'enfants. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question peut-être? Allez-y.
Je précise personnellement, pour que ce soit à l'aise, que tous les travers que je décris sur les classes moyennes et les supérieures, je les ai moi-même mis en œuvre avec mes enfants. Bonsoir. Je trouve qu'il y a des inégalités qui sont aussi très importantes et qui ne sont pas un cumul de situations, de petites situations, mais des conditions de vie. Et des conditions de vie dans le logement. Il y a dans le logement, il y a des problèmes dramatiques, des familles qui sont à 5 dans un T2, il y a des logements qui sont très dégradés, et il y a aussi et en plus, il y a des gens qui n'ont pas de logement du tout. Donc, ces inégalités-là aussi sont importantes et se cumulent avec les inégalités scolaires. Oui, je n'ai rien à dire, c'est évident, mais ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que si vous raisonnez sociologiquement, c'est là un peu triste. Vous avez d'un côté des gens, alors c'est 13% à 60% du revenu médian qu'on appelle pauvre, etc. Mais la grande pauvreté, les gens pauvres que vous évoquez, 5 dans 2 pièces, etc., c'est grosso modo 5% des gens. Et puis vous avez 2-3% de gens qui ont une résidence secondaire au bord de la mer, du capital, du patrimoine, etc. Bon. Bien sûr, alors si vous raisonnez, je dirais, au Pinson-Charlot. Le Pinson-Charlot, c'est ce couple de sociologues qui sont spécialisés sur les bourgeois du 16e. Bon, une espèce zoologique très, très particulière. Et puis vous avez de l'autre côté les spécialistes sur l'extrême pauvreté. Bon. C'est très légitime dans les deux cas. Mais le problème, c'est que la vie sociale, la vie politique, la vie culturelle, elle se fait entre tout ça. Elle se fait entre tout ça sur des chaînes d'inégalités qui ne sont ni dans les Pinson-Charlot, qui sont désagréables, enfin les Pinson-Charlot, non, les gens qui font la chasse à courre, et de l'autre côté, ces gens qui sont dans la grande pauvreté, qui sont un problème, qu'il faut régler, etc. Mais quand vous regardez les mouvements sociaux, les votes, les émotions, les manifestations, etc., ça se fait dans les 90% qui ne sont ni tout à fait en haut, ni tout à fait en bas. Et il faut quand même s'en souvenir, parce qu'il y a des sortes de facilités qu'on a toujours. Tous les immigrés n'échouent pas à l'école. Tous les immigrés ne sont pas des intégristes fous. Tous les immigrés, un enfant d'immigré qui a un boulot de classe moyenne, il est déjà quasiment plus immigré. Vous l'avez peut-être remarqué. Il a changé entre guillemets, de race, d'une certaine façon. Enfin, donc, il faut quand même être sensible au fait que, pour des raisons de commodité rhétorique, très souvent, on prend des vous voyez ce que je veux dire, on prend des cas comme ça, extrêmement durs, qui existent, je ne le dis pas, et à partir desquels on construit des raisonnements. On ne peut pas raisonner à partir des Pinson-Charlot. On ne peut pas raisonner à partir des SDF. Et c'est un scandale absolu qu'il y ait des SDF, et c'est très choquant qu'il y ait des gens qui font la chasse à courre. Mais le cœur de la vie sociale, il est bêtement dans des écarts de revenus de 1 à 4, de 1 à 5, de gens qui se croisent et qui se supportent plus. Une question encore ? Là-haut, et puis une dernière après ici. Là, ouais. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend, oui, vous avez évoqué à un moment une sorte de 3 âges des inégalités. Le premier qui est celui de l'Ancien Régime, le deuxième qui est plutôt celui de l'ère, on va dire, industrielle, avec à chaque fois des actions collectives possibles, à la fois sous l'Ancien Régime, mais aussi ensuite pendant le 19e et le 20e siècle. Et puis vous avez évoqué le fait qu'on était de plus en plus dans un moi surdimensionné, et vous avez pris comme exemple les Gilets jaunes, où il parlait de « moi je suis ceci, cela ». Pauline parlait tout à l'heure de l'intersectionnalité, « moi je suis à l'intersection de toutes les discriminations », etc.
Mais pour le coup, dans une situation comme celle-ci, et j'adhère à ce que vous décrivez, dans une situation comme celle-ci, est-ce qu'il y a encore une action politique possible, puisque l'action politique, en général, se définit par quelque chose de collectif, ou du moins quelque chose qui permet de créer du collectif. Donc, si ce que vous décrivez est vrai, et malheureusement je crois que c'est vrai, comment on peut encore croire à la politique? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Je crois d'abord qu'on pourrait montrer que c'est pas le moi, en fait, la formule, je me suis mal exprimé, je pense pas que les gens sont narcissiques. Je veux dire, ils vivent, les épreuves collectives sont vécues comme des épreuves individuelles. C'est ça. Ce qui fait d'ailleurs que vous avez une dissociation entre mon expérience individuelle et la vision que j'ai de la vie sociale. C'est un truc absolument constant. Je ne me reconnais pas dans les médias, je ne me reconnais pas dans la vie politique, je ne me reconnais pas, je suis etc. Alors, je crois que cette image, elle est vraie, mais en même temps, il y a des liens de solidarité, il y a de l'action collective. Donc, moi, j'ai pas l'image d'un monde pourri, j'ai pas l'image d'un monde, j'ai l'image d'un monde malheureux, mais pas d'un monde. Et je crois, alors s'il y a un trait français quand même un petit peu, c'est que il me semble que la vie sociale et politique locale est quand même beaucoup moins tragique, déchirée, que lorsque vous montez vers des niveaux de représentation nationale. C'est quand même le maire est plus populaire que le député, qui est plus populaire que le président. Je déteste tous ces salauds, etc., mais j'aime bien mon club de sport. Tous les immigrés sont horribles, mais je trouve que je copine avec la plupart d'entre eux dans le quartier où je vis. Donc, je crois qu'on pourrait reconstruire une partie quand même de la vie sociale en France en étant un tout petit peu, c'est facile de faire ce jeu de mots, un petit peu girondin. C'est-à-dire c'est très étrange. Il y a des pays, vous savez, l'unité qu'on appelle des pays, il y a des pays qui vont vachement bien. Il y a des pays qui vont bien parce que les gens se prennent en charge, parce qu'ils sont solidaires, etc. Il y a un exemple qui est très troublant, par exemple, parce qu'il est très paradoxal, c'était l'exemple du Pays Basque. Le mouvement basque n'a pas été toujours éminemment sympathique, de mon point de vue. Tuer les gens qui ne sont pas de votre avis, c'est quand même pas une politique que je trouve absolument admirable. Mais quand le Pays Basque a pris avec la crise des années 80 la fête d'industrie en pleine tête, eh bien les Basques s'en sont sortis parce que les patrons, les syndicats ont appris à parler ensemble, parce que les banquiers basques ont chuté du fric aux Basques, parce que le sentiment local de faire communauté leur a donné des tâches très fortes. On a eu la même chose sur la Bretagne. Alors je ne sais pas, quand je parle de Bretagne ici, je ne sais pas quel est mon niveau de prise de risque, mais bon, la Bretagne a été un pays d'une extrême pauvreté, était à la queue des performances scolaires de très très loin, et en tête de l'alcoolisme de très très loin. Et en l'espace de 30 ans, par une sorte de chauvinisme, pardonnez-moi de parler comme ça, de chauvinisme qui fait que les patrons, les machins, les élus, etc., la Bretagne a complètement renversé la plupart des indicateurs économiques. C'est ce qui est en train de se passer dans le Cantal ou en Auvergne. Donc, je pense qu'on aurait intérêt aussi à regarder les sociétés sont résilientes, il y a des forces sociales, etc. On pourrait le faire. Je peux prendre un exemple aussi dans le monde scolaire. Après tout, le système scolaire va pas très bien. Mais il y a un tas d'établissements qui vont bien, il y a un tas d'équipes éducatives qui sont ultra mobilisées. Et au lieu de vouloir toujours agir par le haut, on pourrait dire une bonne politique éducative, c'est d'abord d'aider les établissements qui s'aident eux-mêmes, au lieu de leur mettre sans cesse des bâtons dans les roues, parce que les règlements, parce que, etc. Donc, je crois qu'il y a des capacités de reconstruire une vie locale. Ensuite, reconstruire une représentation politique générale, c'est un peu plus compliqué, mais on pourrait au moins faire ça. Alors, la dernière question. Moi, votre propos est plutôt optimiste là, mais moi je voulais juste dire qu'il y a eu des choix politiques aussi qui, de mon point de vue, ont dégradé le bien commun dans notre société. Et j'avais des choses à dire sur un niveau sociologique, mais
En tout cas, par exemple, si on prend la question des salariés, vous parlez, les syndicats défendent l'emploi et non plus le travail. En fait, quand on est représentant du personnel aujourd'hui, on a beaucoup moins de temps de délégation qu'avant, parce que certains politiques ont réformé tout ce qui permet de défendre les salariés. Et je ne parle pas des entreprises qui sont même plus à défendre la qualité de leur travail, mais on voit bien les licenciements massifs où on défend juste l'emploi parce que c'est ça qui nous fait vivre. Hein. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, par exemple, ce sont des lieux normalement où on transmet le goût du collectif, le goût du syndicat, où on dit il y a des choses qui sont possibles. On est un peu piégé quand on est salarié aujourd'hui. Puis il y a la question aussi des réformes qui pèsent actuellement sur les prud'hommes. Mais tout ce qui donnait le sentiment de pouvoir agir collectivement, c'est plus trop possible parce que on est un peu piégé comme salarié, avec en plus la culture de l'évaluation qui pèse beaucoup sur le monde dans l'entreprise. Moi, je travaille dans une association, c'est massif. C'est le goût de l'espoir collectif qui peut plus. Puis moi, je fais partie des salariés les plus âgés dans mon entreprise. Et comment transmettre à des plus jeunes, comme moi j'ai appris, le goût du syndicat ou le goût de créer politique? Et bien tout ça, il y a eu des choix, il y a 20 ans, 30 ans, des choix politiques qui nous ont cassé en fait le bien collectif. Vous avez raison, il y a eu des choix. Et en tout cas, moi, c'est plutôt ça, mais et puis malheureusement, les quartiers d'exil, où le contenu de votre travail, c'est finalement assez d'actualité toujours, parce qu'il y a toujours des inégalités dans les quartiers également. Donc on sait comment cultiver le sentiment de pouvoir changer quelque chose. On parle beaucoup du pouvoir d'agir. C'est hyper dur. Alors on va dire localement, comme vous venez de dire, il y a des choses possibles, mais c'est bien dans le local. On n'est plus dans une analyse collective de ce qui fait problème. Vous voyez, on n'est plus sur un projet de société. Oui. Enfin, je pense comme vous qu'il y a des responsabilités, des décisions, etc. Mais il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution. Si vous prenez en France les taux de syndicalisation, grosso modo, on est à moins de 10% de salariés syndiqués. Et la majorité d'entre eux sont dans la fonction publique. Oui. Bon. Alors, moi je suis pour, mais vous voyez bien le problème que ça pose. C'est-à-dire que ça crée des clivages au sein du salariat absolument considérables. On paye peut-être ce que un sociologue, c'est suédois, je crois, s'appelait Esping Andersen, appelait l'État-providence bismarckien. Alors, je vous raconte l'histoire. Ce type a dit qu'il y a 3 types d'État-providence. Il y a l'État-providence libéral, c'est-à-dire c'est le marché, mais on vous empêche de mourir de faim. Quand vous descendez sous un seuil, on vous donne de quoi ne pas mourir de faim, parce qu'on n'est pas les sauvages. Bon. Grosso modo, Margaret Thatcher, etc. Et puis vous avez l'État-providence social-démocrate, universaliste, les Scandinaves, c'est-à-dire l'État-providence. Les lois sociales, les protections sociales, sont les mêmes pour tous. Que vous soyez cadre, ouvrier, vous avez un État-providence universaliste, complètement. Et puis vous avez l'État-providence bismarckien, c'est-à-dire dans lequel toutes les conventions collectives, toutes les conventions de travail ont été faites secteur par secteur. Ce qui fait que vous avez une sorte de juxtaposition de droits sociaux qui ne sont pas les mêmes selon les secteurs, selon les entreprises, les régimes, etc., et qui font que vous avez des systèmes de niches. Je ne sais pas si vous voyez. Et comme on sait, quand il y a des niches, il y a des chiens qui défendent de la niche. Donc, vous touchez les avocats, hop, ça aboie, vous touchez les machins, hop, ça aboie. Et donc, vous avez là un système de défiance généralisé, parce que vous êtes toujours dans l'idée que l'autre a un régime qui vous est plus favorable. Alors, vous avez raison, je veux dire, les politiques générales ont été plutôt libérales, bien que la France, enfin, quand j'entends dire la France pays ultra-libéral, je peux vous dire que n'importe quel Anglais, Américain, Canadien se éclaterait de rire. Je veux dire, on est un pays
absolument pas ultralibéral. Les ultralibéraux, je peux dire que c'est un autre niveau de brutalité, ça n'a rien à voir. Mais on est dans cette tendance, et cette tendance en plus est renforcée par le fait qu'avec la mondialisation, les prolétariats sont en concurrence. Quand vous étiez du temps du général de Gaulle, moi je suis né entre le général de Gaulle et le Parti communiste. Deux univers extrêmement drôles, sympathiques, jeunes et agréables. Bon. Mais le général de Gaulle et le Parti communiste, il y a une économie française, une monnaie française, une loi française. Vous voyez, vous êtes dans un espace que vous maîtrisez. Avec la mondialisation, le salaire du prolétaire français est en concurrence avec le salaire du prolétaire chinois. Grâce au ciel, pendant longtemps, le prolétaire chinois, il était nul. Donc ça allait, mais maintenant, le prolétaire chinois, il est plutôt pas si bête. Il a des compétences techniques, il a des machines. Et donc, vous avez un monde qui s'est totalement dérégulé. Et il faut bien, c'est ça l'enjeu, le re-réguler. Et la difficulté de mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas le re-réguler en disant revenons. Ce qu'on entend, je veux dire que ces personnes, au moins dans la bouche de Marine Le Pen, revenons dans la France du général de Gaulle, c'est-à-dire il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus de Chine, il n'y a plus les autres, et on fait tout entre nous. Évidemment, je peux vous dire que le niveau de prospérité qui nous attend est tout à fait considérable. Donc, c'est ça qui fait que j'admets qu'il y a des politiques catastrophiques, mais fondamentalement, on n'a pas maîtrisé l'incroyable profondeur des changements que nous avons vécus. De la même manière qu'on a été en France persuadé qu'on pourrait massifier le système scolaire, c'est multiplier par 8 le nombre de lycéens et d'étudiants, sans rien changer à la manière de faire l'école. C'est quand même une gageure un peu compliquée. Et on pourrait multiplier ce genre d'exemples. Donc, aujourd'hui, le courage politique, ça serait de dire, pour ça qu'il faut lire les sociologues, les économistes, le monde étant comme il est, qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt que de dire c'est lamentable, c'est affreux, c'est horrible. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis convaincu qu'on peut faire des choses. D'ailleurs, si on fait des comparaisons internationales, on s'aperçoit que les pays s'en tirent plutôt pas mal, d'autres mieux, etc., etc. Donc il y a un espace d'action. Mais c'est vrai qu'il faut le moral. Bien, merci. On va dire que ça va être la conclusion de la rencontre.